Bonjour à tous, ravi de passer ce moment en votre compagnie. Très heureux de parler football avec vous. Pas vraiment le football que l'on connaît au jour le jour, mais plutôt tous les aspects du football en extra, tout ce qui tourne autour du football, le management notamment des joueurs, avec un panel d'experts à mes côtés. Je suis très heureux d'accueillir Sébastien Ledur. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Alors c'est la nouvelle tendance, très clairement. Vous êtes un avocat connu dans le milieu du sport parce que vous avez créé en 2016 un bureau spécialisé dans le droit du sport. C'est clairement quelque chose de nouveau et c'est clairement vers là qu'on se dirige ces dernières années. Oui, moi ça fait plus de 20 ans que je suis avocat, plus de 20 ans que je travaille dans le droit du sport. Au début, quand je commençais, c'était vraiment quelque chose de nouveau, ça n'existait pas. Et puis au fil du temps, avec la professionnalisation du secteur, l'argent qui est venu, il y a eu des structures, des services spécialisés en plus. Et nous avons suivi le mouvement. Je pense même qu'en Belgique, nous avons été le premier cabinet à créer un cabinet d'avocats exclusivement dédié au droit du sport. Alors vous n'êtes pas seul, vous êtes aussi accompagné par Wouter Janssens et Arnaud Kind. Arnaud, bonjour. Bonjour Mathieu. Bon Arnaud, c'est vrai que c'est un milieu très spécial, le milieu du football, et forcément il y a pas mal de paramètres qu'il faut pouvoir négocier quand on est un jeune joueur, quand on est une famille aussi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour parler de tout ce qui entoure finalement la vie d'un sportif de haut niveau. Tout à fait, c'est un secteur qui se professionnalise de plus en plus, qui devient de plus en plus compliqué, avec de plus en plus de pièges également pour tous les joueurs et en particulier pour les jeunes. Et donc c'est un des objectifs que nous, on veut remplir avec Cresta Leaders, c'est l'accompagnement des joueurs au travers de leur carrière. Alors pour que vous soyez à l'aise, Arnaud et Sébastien, on a invité un juriste à nos côtés, qui est bien connu évidemment dans le milieu du foot, CEO du club de Bruges, Vincent Van Aert. Bonjour, oui c'est vrai, votre trajectoire de carrière, elle est aussi atypique, juriste de formation, footballeur à Anderlecht. Ça fera plaisir à David Stegen avec qui on parlera dans quelques instants. Mais vous êtes passé aussi par Alos, par Zultorgen, par le club de Bruges depuis 10 ans. Je tiens quand même à le dire, 4 titres de champion, une Coupe de Belgique, de nombreuses participations à la Ligue des Champions. Finalement, c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution depuis 10 ans. Vous pouvez le constater, vous l'avez constaté. Oui, heureusement, parce que c'est vrai que le football, les dernières 10 ans, a connu presque une révolution dans le niveau d'encadrement, heureusement, juridique, parce qu'avant, moi je me rappelle à l'époque, quand j'ai obtenu mon diplôme de juriste, il n'y avait même pas le droit de sport, donc c'est venu d'après, donc ça veut dire quelque chose. Et heureusement, on va dans la bonne direction. Il y a encore pas mal de travail à faire. Mais donc, je suis confiant que pas après pas, on va dans la bonne direction. Oui, le temps file, les choses vont vite dans le football, comme dans la vie en général. C'est un milieu en perpétuelle évolution. Et donc, oui, les joueurs doivent aussi pouvoir maîtriser leur communication plus que jamais avec l'apparition des réseaux sociaux. Un expert en communication à nos côtés aussi, David Stegen. Bonjour David. Bonjour Mathieu. Bon, c'est vrai, depuis 10 ans, les choses ont évolué. Vous l'avez vu aussi de vos propres yeux au sein même du Sporting d'Anderlecht. Aujourd'hui, plus que jamais, un joueur, qu'il soit jeune, qu'il soit expérimenté ou pas, doit pouvoir maîtriser sa communication. Tout à fait, ça a évolué à une vitesse VMAX. Avant, il n'y avait que les médias. Donc, il y avait, on va dire, 8 journaux, 4 chaînes télé à maîtriser, avec qui il fallait dialoguer. Mais les joueurs eux-mêmes sont devenus des vraies marques et leur réputation est clé par rapport à leur employeur, les clubs, mais aussi par rapport à eux-mêmes, parce qu'il y a un aspect économique pour eux aussi. Ils peuvent gagner de l'argent avec leurs médias sociaux. Donc, à chaque instant, il faut veiller à leur image. Alors, ce qu'on a constaté depuis maintenant quelques années, c'est que les joueurs ont cette volonté, en tout cas une
partie des joueurs de haut niveau de maîtriser leur carrière. Certains l'ont compris peut-être un peu plus rapidement que d'autres. Je pense notamment à Eden Hazard, qui, au moment de signer notamment au Real Madrid, n'avait pas d'agent à ses côtés. Il y a clairement une conscientisation, j'y arriverai, au niveau des joueurs. Sébastien, cet accompagnement est en train de changer. Qu'avez-vous constaté comme changement ? C'est une nouvelle vague. Donc on voit effectivement que les joueurs sont beaucoup plus conscients de leur valeur, de l'importance de maîtriser tous les aspects de leur carrière et de les maîtriser eux-mêmes. Vous le dites à juste titre aussi, c'est une tendance récente auprès de quelques joueurs. C'est toujours les joueurs d'élite qui commencent et qui montrent la voie. Ils sont devenus plus sensibles, plus impliqués, plus intéressés à la gestion de leur carrière et de l'argent. Il y a une méfiance grandissante envers les intermédiaires, les agents, et c'est en partie dû au fait que encore aujourd'hui, tout un chacun peut devenir agent de football sans qualification particulière. Et donc, ça, on en parlera avec Vincent Manhart, qui doit le constater au quotidien aussi. Tout à fait. Donc, ça n'a pas aidé à ce que les joueurs soient rassurés par les compétences professionnelles et techniques et spécifiques de leurs conseillers. Et alors, c'est évident que les choses sont devenues plus compliquées au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau fiscal, et qu'il y a un besoin d'expertise, qu'il y a un besoin de professionnalisation et surtout un besoin de transparence. Et ça, nous, on le voit auprès de jeunes joueurs et auprès de joueurs affirmés. Je peux vous donner 2 exemples. On a, et Vincent est bien placé pour le connaître, on a comme client un jeune joueur qui s'appelle Noah Mbamba, qui est un des milieux défensifs les plus prometteurs en Belgique, voire même en Europe. Déjà en division, un plus jeune joueur de l'histoire de Bruges. Il était courtisé par tout le monde. La famille était vraiment assaillie de dizaines de coups de fil d'agents. Ils ont pris le temps, ces gens, d'une manière très sereine, ont bien réfléchi, ont décidé ce qu'ils voulaient et ils ont décidé finalement de dire on fait appel à un bureau spécialisé, on fait appel à des experts et le reste on va le gérer nous-mêmes. À l'autre bout du spectre, on a un joueur d'élite de l'équipe nationale hollandaise, Memphis Depay pour ne pas le citer, qui lui a décidé, je suis agent libre, les clubs viennent vers moi, je ne suis pas obligé, moi, de les démarcher, et donc j'ai mon entourage personnel, familial, qui va gérer ça, et je me fais de nouveau assister par des spécialistes. Par ce bureau d'avocats, donc, Vincent, vous l'avez aussi constaté, il y a clairement un changement dans la perception des footballeurs. On a parlé de stars mondiales, ici avec Memphis Depay, mais aussi ce jeune joueur, Noah Mbamba, 16 ans, 4 mois et quelques jours, son premier match face à Genk, et cette volonté de travailler avec Cresta notamment. Oui, je pense que ça, quand on parle d'un cas particulier comme Noah, ce sont les parents qui ont pris cette décision. Je pense que ça a à voir avec 2 choses. C'est d'abord, ils veulent une transparence totale, ce qui me semble logique. Deuxièmement, ils veulent aussi qu'il y ait une logique économique parce que il y a pas mal d'argent dans le football ça là c'est important parce que c'est un secteur, on parle d'un footballeur professionnel, ça veut dire que c'est une carrière quand même un peu atypique, qui dure pas trop longtemps et donc aux joueurs de gagner le plus possible pour leur protéger après leur carrière. Et c'est pour ça qu'ils veulent quand même bien contrôler les budgets qui font part ou qui font partie de les transactions où ils sont dedans. Rappelons aussi que le club de Bruges a été l'un des premiers clubs en Belgique aussi à instaurer un code d'éthique en 2019 par rapport à la gestion des transactions. C'était nécessaire à ce moment-là ? Oui, c'était nécessaire parce que je pense que là, on a failli, je pense, le monde du foot professionnel a failli de créer un contexte de transparence totale. Et ça, c'est hyper important.
Et là, on a essayé, et je pense que jusqu'à l'heure actuelle, on a été l'exemple, l'exemple a été suivi par des autres pour créer cette transparence totale. Comme ça, il n'y a pas de malentendu, comme ça, il n'y a pas de discussion d'après. Et c'est ça qui est très important non seulement pour les joueurs, pour les clubs, mais aussi pour l'image du football. Messieurs, vous avez été parfaits pour bien planter le décor. On a bien compris l'idée. Vous avez parlé de transparence. On va en reparler justement dans quelques instants. Parlons de transparence, c'est tellement important dans le milieu du football, avec vous Arnaud et Sébastien bien sûr. Pourquoi parler de changement d'équilibre dans la gestion des carrières de joueurs aujourd'hui ? Malheureusement parce qu'il y a eu des abus, il y a eu d'abord des scandales, tout le monde connaît les Foot Leaks, tout le monde connaît bien évidemment le Footgate, qui ont déballé au grand jour certaines pratiques qui étaient tout simplement pas acceptables et surtout qui aussi pouvaient entraîner des poursuites judiciaires. Et donc je pense que cette conscientisation-là, elle n'était pas présente avant. Le fait de comprendre qu'à un moment donné, on pouvait être poursuivi au pénal. Il y a à côté de ça, je dirais, l'ignorance basique de certains joueurs par rapport au commissionnement de leurs agents, donc ils n'étaient pas au courant. Comment ça se fait ça ? Parce que d'un point de vue extérieur, on a quand même du mal à comprendre au moment de signer un contrat que le joueur ou que son entourage ne soit pas au courant. Vincent Manhart, moi personnellement, en tant qu'observateur du foot, je suis toujours interpellé par ça. Oui, mais je trouve que là, il y a aussi la nécessité d'un changement d'esprit chez les sportifs, les footballeurs. Ils doivent se rendre compte qu'ils ont aussi une responsabilité pour vraiment exiger la transparence. Et c'est là où ils ont quand même aussi, ou quelques-uns ont failli de le faire. Donc l'entourage familial est aussi important. Absolument, absolument. Et il y a non seulement la famille, mais aussi la responsabilité individuelle d'un joueur. Étant jeune, tout ça, oui. Mais quand même, on ne peut pas nier le fait que, de temps en temps, c'était trop facile aussi pour les joueurs de dire « ouais, mais bon, je laisse gérer tout ». Et puis après, être surpris qu'il y a de temps en temps des faux pas ou des abus. Donc je pense que la tendance là, ça c'est aussi une bonne évolution, parce qu'on doit le dire aussi, oui c'est vrai qu'il y a des agents qui sont pas corrects ou qui ont fait des abus ou commis des abus. Mais rassurez-moi, il y a encore des gens bien. Il y a des gens bien, donc c'est comme dans chaque secteur, il y a aussi des agents qui travaillent d'une manière très ouverte et transparente. Ça, il ne faut pas oublier. Et c'est à nous tous qui sont dans le secteur du football de travailler vers ou de prendre cette responsabilité vis-à-vis plus de professionnalisme, plus de transparence, plus de régulation. Et là, on va quand même aussi avoir besoin d'un gouvernement ou d'une autorité qui prend aussi sa responsabilité. Ouais, ça a le mérite d'être clair. Sébastien, vous vouliez... Oui, je voulais enchaîner sur ce que Vincent disait. Effectivement, tout le monde a une responsabilité dans cette histoire. Mais par rapport aux joueurs, je pense qu'il faut comprendre le mode de fonctionnement du joueur et du football en général. On travaille énormément à la confiance. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui, à travers les décennies, je dirais c'est le fil rouge. Le joueur, il sent une situation, il sent une personne et il lui fait confiance. Et je vais juste rajouter un exemple concret pour que vous compreniez bien. Oui, c'est important, du concret. On veut du concret, voilà, Sébastien. ça peut bien se passer, mais ça peut mal se passer aussi. Je vais vous donner du concret. C'est un joueur international des Pays-Bas. L'affaire a été dans les journaux et beaucoup aux Pays-Bas les dernières semaines, dossier que nous connaissons de très près. Le joueur international était avec une agence internationale
grosse agence aux Pays-Bas depuis ses 16 ans. Aujourd'hui, il en a 28. Pendant 12 ans, il a eu une confiance absolue dans les gens qui le conseillaient. Au point même que des membres de cette agence partaient avec lui en vacances, qu'il y avait un rapport, je dirais, qui dépassait le cadre professionnel. Le joueur, que s'est-il passé ? À un moment donné, il est en fin de contrat, il est transféré dans une autre équipe, et à ce moment-là, en tant que joueur libre, on a une grande valeur marchande. Mais le joueur, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas touché de prime de signature, qui est un peu la compensation pour un joueur en fin de contrat plutôt qu'une somme de transfert. Il n'a pas touché, n'était pas dans son contrat. Et que s'est-il avéré ? Que, en fait, l'agent a touché une commission qui était de plusieurs millions d'euros. Elle était même tellement élevée qu'elle correspondait à 80% de sa rémunération à lui sur les 2 premières années de son contrat. On cite le joueur ou on le cite pas? C'est Stéphane Devray, c'est dans les journaux. Le joueur qui a des solides références sur le plan international. Et le comble, ça a été que l'agence, quand elle a été confrontée à ça, a dit « Ah, mais sur ce transfert-là, je n'ai pas travaillé pour toi, j'ai travaillé pour le club. » Et donc le joueur qui, depuis ses 16 ans, a une confiance absolue, il a été grugé. Il n'y a pas un autre mot. Il n'était pas... Alors, aurait-il dû le savoir ? Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il se dit, en fait, j'ai été naïf. J'ai fait confiance. Je pensais qu'ils allaient travailler pour moi. Et en fin de compte, j'apprends qu'ils ont travaillé pour eux. Donc, grosse déception à l'arrivée. Arnaud, on vient de parler avec Sébastien Devray. Il n'y a pas que lui, finalement. Il y en a d'autres qui ont été grugés. C'est malheureusement quelque chose que nous voyons très souvent. On a posé un peu la question de mais pourquoi, finalement, est-ce que le joueur n'est pas informé ? Il y a clairement une part de responsabilité, Vincent l'a dit. Il y a également un élément capital, c'est le joueur n'est simplement pas là au moment des négociations. Il ne sait pas ce qui se dit. Et tout dépend alors de l'agent auquel on a affaire. Est-ce que l'agent va lui dire exactement quel a été ou non le contenu réel de la négociation ? C'est un peu le problème. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce problème de transparence ? Et parfois, cette volonté de la part de certains agents de ne pas être transparent, c'est parce que il y a, et c'est un concept très important à comprendre, un concept d'enveloppe fermée. C'est-à-dire que le club veut un certain joueur, le club a un budget de 100 pour ce joueur. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce budget ? On va mettre le salaire du joueur, on va mettre la prime de signature et on va éventuellement mettre la prime de revente du joueur. Mais si un agent intervient, il va également falloir inclure dans le budget la commission de l'agent sur le salaire, la commission sur les primes et éventuellement un intéressement sur la revente. Tout ce qui va à l'agent ne va pas aux joueurs. Et donc, tout ça est retiré de l'enveloppe. Et donc, il y a parfois une volonté de ne pas dévoiler quel est le montant total de cette enveloppe. Et nous, c'est quelque chose que nous avons vu parfois pour des joueurs de très haut niveau qui jouent à l'étranger, des commissions qu'on annonçait, que l'agent annonçait d'être que de 10% sur le salaire, qui au final étaient bien plus élevés parce que l'agent n'avait pas dit qu'il y avait également des primes sur le reste. Vous confirmez ça, Vincent ? Ce sont des Oui, choses, ce sont des cas réels du terrain. Je ne doute pas évidemment de ce que vous me dites. Et c'est pour ça qu'on a lancé depuis quelque temps une proposition qui est très simple, c'est-à-dire que avant d'avoir la formalisation d'une transaction, d'un transfert même, devant la fédération, parce que ça se voit de plus en plus que c'est un problème international. Avant donc de formaliser la transaction, il faut soumettre chaque accord, le budget total, comme vient de dire Arnaud, devant le clearing, donc un pro-clearing. Comme ça, tous ceux qui sont dedans, c'est-à-dire le joueur, les clubs, les 2 clubs et les intermédiaires, sont au courant des différentes transactions entre parties. Ils doivent donner, chaque partie doit donner leur accord avant de pouvoir formaliser le transfert ou le nouveau contrat. Et ça va éviter les cas comme Devray et comme des autres.
Ouais, on a très bien compris l'idée. David, je connais votre faculté à analyser les choses rapidement. Quel regard vous portez justement en tant qu'expert de la communication? Voilà, et venant surtout du milieu, je dirais. Du milieu, hein, on J'ai rappelle fréquenté- quand même votre parcours au Sporting d'Anderlecht. Tout à fait, et j'ai quand même fréquenté beaucoup de joueurs. Alors ce qui est incroyable, et Arnaud et Vincent ont bien décrit cela, en fait un joueur de foot est souvent très très paresseux. Parler de confiance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Paresseux, il ne sait pas toujours, il regarde qu'une chose. En préparant tout ceci, on a été voir des joueurs, on fréquente beaucoup de joueurs, et un joueur de foot très intelligent que je connais bien et que mes collègues ici connaissent bien aussi, en fait, il est en fin de carrière et il nous a dit, tout ce que je regardais, c'est combien je gagnais. Mais c'est un peu la différence entre le brut et le net. Il ne sait jamais ce qu'il paye. Il regarde juste son salaire, en fait. Mais il ne sait pas tout ce qu'il a perdu. Non, mais heureusement, il y a des nouveaux joueurs, une nouvelle génération qui commence à être très consciente et à s'entourer des bonnes personnes. Allez, par rapport justement à ces abus et les risques, parlons-en aussi avec Arnaud. Tiens, allons-y. Les joueurs, concrètement, ils savent qui gagne quoi et comment? Alors, c'est ce qu'on vient de dire. Non, pour plusieurs Mais qui raisons. décide finalement? Parce que quand vous me dites qu'ils ne sont pas présents, dans la pièce au moment de la signature, c'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, tout dépend à qui. Le cas concret, par exemple, ici, avec des agents ou avec un bureau d'avocat? Alors, tout dépend éventuellement de qui intervient. Si un agent intervient, et Vincent l'a bien précisé, il y a des gens très bien dans le milieu des agents, il y a des gens moins bien intentionnés. Voilà, tout dépend à qui le joueur fera confiance. S'il ne fait pas suffisamment attention lui-même à ce qu'il se décide et ce qu'il se dit, et on vient de le dire, c'est parfois très compliqué pour lui de le savoir, là il y a un risque. Donc, ma prochaine question, vous me voyez arriver, est-ce que l'agent est encore nécessaire? Je vous pose la question à vous, Sébastien Ledur. Il peut être nécessaire dans certaines circonstances. Le métier de l'agent ne va pas disparaître. Parce que maintenant, évidemment, il y a des agents qui disent « Oui, mais avec les nouveaux métiers qui arrivent, les avocats qui arrivent, ils veulent prendre notre place. » Non, non. Le rôle de l'agent, il peut... En fait, la première mission d'un agent, c'est de trouver un club. Ça, c'est la force d'un agent, ça doit être la force de son réseau. Et donc là, vous n'intervenez pas? Non. L'agent a une plus grande légitimité pour le faire. La question qu'on pose à un joueur et à sa famille, est-ce que vous êtes dans une position où vous en avez besoin? Et comme nous travaillons évidemment pour beaucoup de joueurs d'élite, ils sont souvent dans une position où c'est moins nécessaire. C'est-à-dire que quand vous êtes un joueur qui est très convoité, vous ne devez pas aller les chercher. Les clubs viennent vers vous automatiquement. La plus-value d'un agent, paradoxalement, elle est plus grande pour un joueur, entre guillemets, je ne vais pas dire moins talentueux parce que ce serait irrespectueux, mais pour un joueur moyen. Parce que là, il va y avoir plus de candidats pour une place dans une équipe que de places disponibles, évidemment. Et donc là, c'est l'agent qui va devoir jouer avec son réseau. Mais la première question qu'une famille doit se poser, c'est est-ce que j'en ai besoin, oui ou non? J'ai répondu pour les joueurs d'élite, je pense. En tout cas, on le voit. Joueurs d'élite, on a parlé d'Hazard, on pense aussi à Kevin De Bruyne il n'y a pas très longtemps. Il y a Kevin De Bruyne. Eden Hazard a été le premier en 2011, lors ou après son transfert de Lille à Chelsea, à s'en rendre compte, avec un rôle important joué par son papa. Il y a Kylian Mbappé qui, dès le départ, avec ses parents, a bien verrouillé la situation en étant accompagné d'avocats et de fiscalistes. Antoine Griezmann, la même chose. Donc on voit effectivement, nous avons ici en Belgique aussi quelqu'un comme Romelu Lukaku. Voilà, justement, j'avais Oui. envie d'entendre son nom parce qu'il faut rappeler aussi que c'est un joueur avec qui vous collaborez. Oui, c'est un client du cabinet et c'est un bon exemple aussi pour montrer qu'il peut encore y avoir un agent. Il faut savoir que
Romelu a été représenté par d'autres agents dans le passé, que ça ne s'est pas passé comme il le voulait en matière de transparence, en matière d'information, qu'il a dit, moi, on ne m'y reprendra pas une troisième fois. Cette fois-ci, je veux maîtriser tous les aspects. Je sais que j'ai besoin d'un agent. Pourquoi ? Parce que je veux jouer pour Antonio Conte. Je veux que l'équipe où sera Antonio Conte m'engage, parce que je sais que c'est un entraîneur qui va faire jouer son équipe en fonction de moi. Et qu'est-ce qu'il a fait d'une manière très intelligente ? Il a dit, je vais reprendre le même agent qu'Antonio Conte pour que j'ai plus de chances d'être engagé dans cette équipe. Alors après, Federico Pastorello, c'est bien ça ? C'est Federico Pastorello. Et ce que Romelu nous a dit, maintenant, je vous demande de l'accompagner dans toutes les discussions qu'il va avoir avec le club, dans la finalisation, dans la négociation du contrat, dans la finalisation du contrat. Et donc là, nous, on est un peu présents comme l'œil de Moscou. Tout ça pour vous dire qu'il y a deux modèles possibles. Il y a un modèle avec agent, il y a un modèle sans agent. L'important, c'est que ce soit le joueur. Nous redonnons le pouvoir au joueur, nous le mettons aux manettes. Et comment vous avez été perçu justement par l'argent italien ? Alors, quand on a dû négocier le taux de commissionnement vers le bas de l'agent, le sourire était jaune. Mais il a très vite compris que par rapport à un joueur d'une telle envergure, c'était plus important pour lui de pouvoir travailler avec le joueur et quand même encore de très bien gagner sa vie et de faire du bon boulot, mais d'une manière très carrée. Tout a été convenu à l'avance, c'est coulé sur papier et il n'y a pas de malentendu. Aujourd'hui, il a intégré notre présence, il sait que c'est comme ça parce que c'est la volonté du joueur. C'est le joueur qui décide. David, Romelu Lukaku, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, justement. C'est quelqu'un qui a évolué aussi, vous l'avez connu à ses débuts. Oui, tout à fait. Et c'est en fait le premier grand exemple, je pense, dans l'histoire du foot belge où un jeune de 16 ans à l'époque, on a commencé ensemble, avait vraiment besoin de guidance parce que la pression médiatique et médias sociaux et tout ça était énorme. Hein. Donc, il fallait le protéger du monde extérieur. Il fallait le protéger, mais le protéger, j'aime pas ce mot protéger, il fallait le guider. Donc c'est quelqu'un déjà de très intelligent, même à 16 ans, il écoutait, hein, donc il posait les bonnes questions, il écoutait. Et on est parvenu pendant 2 saisons à le positionner en fonction de son caractère et de son tempérament. Donc il faut savoir que Romelu, par exemple, il y en a d'autres, mais Romelu est quelqu'un qui a un focus de 150% sur son métier parce qu'il sait très bien ce qu'il veut atteindre. Vous n'avez pas pris une ride entre parenthèses, hein, David, parce que quand je vous vois là, il y a toujours longtemps. aussi fit, hein, David Stegen. Quasi aussi fit que Romelu. Ouais. N'exagérons rien, mon cher Mathieu. Et là, ce qu'on a fait avec, ce que j'ai fait avec Romelu, c'est faire en sorte qu'il n'ait aucun souci média, parce qu'évidemment le club aussi veut que ce soit sa figure de proue, mais on l'a fait parler le moins possible pour 2 raisons. La première, c'est qu'il puisse aller à l'école, hein, parce qu'il étudiait encore, et qu'il puisse s'entraîner le plus possible. Donc si on l'accable après avec des interviews, des conférences de presse, c'est assez éprouvant d'ailleurs, surtout à 16 ans. Donc on l'a amené petit à petit. Et je pense que de plus en plus des joueurs ont besoin de gens comme moi pour les positionner, mais surtout pour être tampon par rapport à une pression du monde extérieur et un monde extérieur pour lequel il faut avoir un réseau. Donc il faut savoir parler à la presse pour arranger les coups, pour organiser. Parfois c'est l'inverse, hein, c'est construire une image. Mais dans on ne se fait pas toujours que des amis hein, lorsqu'on travaille pour un joueur ou pour un club. Non, mais souvent les intérêts sont conjoints. Donc ce qui était bon pour Romelu était bon pour le club. Vincent, il connaît ça aussi. C'est souvent, on a les mêmes intérêts. Le club, il veut qu'il preste et le gars, il veut s'entraîner et jouer, exercer sa profession dans les meilleures conditions possibles. Et Romelu était le premier cas. Et ce qui a été le plus dur, c'est en interne, hein, parce que le monde du football n'était pas habitué à ça. Et le monde des médias, surtout pas. D'avoir un gars en face de soi qui dit non tout le temps. Et même en interne, je me rappelle, l'école des jeunes Anderlecht était tout fière et ils voulaient parler de Romelu, etc. Et ils voulaient aussi parfois qu'il parle. Mais même en interne, j'ai dû convaincre beaucoup de monde pour dire, les gars, calme, il va d'abord parler avec ses pieds, puis on verra.
Merci David. Sébastien, vous avez parlé il y a quelques instants des joueurs d'élite par la force des choses que sont Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Vincent Manhart, vous avez eu l'occasion de travailler ici depuis un bon bout de temps maintenant avec Noah Mbamba qui est tout jeune, on l'a dit, 16 ans et 4 mois. On avait déjà pu le voir avec les Next Gen en D1B. Travailler avec ce type de profil, travailler aussi avec Cresta en l'occurrence, ça change votre façon de travailler très clairement? Ben oui, c'est-à-dire que au moment qu'on a appris que la famille avait fait le choix de travailler avec un cabinet d'avocats, notamment Cresta, ça donnait une structure, je vais dire. C'est plus facile pour vous? Ça dépend. Donc, je viens de dire qu'il y a des agents qui travaillent d'une manière transparente vis-à-vis de la famille et structurelle vis-à-vis les clubs. Mais ici, c'était quand même un cas particulier vu l'intérêt d'autant de clubs, de grands clubs en Europe. La famille, pour la première fois, a été confrontée avec un tel intérêt pour leur enfant, parce que bon, à l'époque, il avait à peine 15 ans, donc ça reste un enfant, donc un enfant même. Donc, et là, j'ai quand même admiré la façon sur laquelle ils ont fait, je veux dire, le tour d'horizon. Les parents, avec l'oncle du gamin. Et puis après, ils ont fait leur choix, ils ont fait le bilan, ils ont dit voilà, on va travailler avec un cabinet d'avocats qui était Cresta. Et à partir de ça, et c'est vrai que ce que Sébastien va dire également, donc il a fait tous les discussions qu'on a eues ont été ensemble avec la famille, en toute transparence, sportive aussi bien que financière. Et on a été content, évidemment, d'avoir pu conclure un contrat avec Noah. C'est très bien que vous parliez de la famille, justement, on en a déjà parlé tout à l'heure, et j'aimerais bien vous faire rebondir, Arnaud, à ce sujet, parce que les ruptures familiales liées à des contrats de football, elles sont nombreuses. Il y a des diables rouges, on ne va pas citer de nom, mais qui ne voient plus certains membres de leur famille aujourd'hui. C'est une réalité du football aujourd'hui. Malheureusement, oui, et souvent la genèse de ce type de problème est que les choses n'ont pas été mises au clair dès le début. Si au tout début de la carrière du joueur, on peut déjà définir qui fait partie de l'entourage du joueur, qui va faire quoi dans cet entourage, est-ce qu'éventuellement il va y avoir des accords financiers par rapport à ça, les choses sont claires. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour les jeunes talents dès le début, justement pour éviter les problèmes qui peuvent survenir après, qu'il y ait des aigreurs ou des incompréhensions, ce genre de choses. C'est quelque chose qui doit être traité avant que le problème existe, et c'est ce que nous faisons. Vincent. En plus, il y a une chose qui est quand même une tendance négative, qui est assez récente dans ce contexte-là, où il y a des agents qui payent papa ou la famille pour que le jeune signe avec eux. Et donc là, ça c'est quand même très très regrettable, parce que ça crée déjà un poids sur le dos de la famille et du futur vraiment des relations. Mais comment se positionner par rapport à ça? Parce que je me mets à la place d'une famille qui ne connaît pas du tout les méandres du football, qu'il soit belge ou international. Ça peut parfois être très tentant, Sébastien Ledur. Oui, nous on essaye de les informer d'abord. Donc c'est très important de savoir. Ça c'est la première mission, notre première mission. La deuxième, c'est de faire en sorte qu'ils puissent décider. Et la troisième, c'est contrôler. Alors si vous avez quelqu'un face à vous qui n'a pas envie que ce soit comme ça, à la rigueur, notre plus-value, elle va être limitée. Ça ne sert même à rien que les gens nous engagent. Donc c'est vrai, il faut que les gens, à la base, soient convaincus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? On va les représenter dans des discussions, que ce soit avec un club, que ce soit avec un sponsor, que ce soit même avec un agent, comme je vous expliquais avant. On va les représenter dans la discussion contractuelle. Puis, on va faire en sorte que tout ce qui est juridique, fiscal, administratif, que ce soit carré, qu'il n'y ait pas de problème avec le fisc, que
chose qui est souvent négligée, les assurances en cas de blessure, d'invalidité temporaire ou pire même définitive, qui est une couverture par rapport à ça. Et puis, dernière étape, c'est qu'on met en place une team joueur, où on a une plateforme informatique où ils peuvent accéder à toutes les informations, une adresse email qui est commune, de sorte que, voilà, il y ait vraiment que l'entourage familial se sente impliqué et que ce soit surtout la prise de décision soit chez eux. Très bien, je vous propose une petite pause parce qu'on a déjà évoqué pas mal de cas. Alors une question s'impose, évidemment, messieurs. Arnaud, je vous pose la question, hein. Que faire précisément pour protéger les joueurs et surtout, c'est important, sécuriser les contrats? Alors, il y a beaucoup à faire, donc je ne vais pas être exhaustif, sinon on va vite perdre l'attention de tout le monde. Du concret. Du concret, des exemples. Je vais prendre des exemples pour 2 types de contrats, parce que ce sont des choses qui vont plus parler aux joueurs, mais qui font ça paraît des détails, mais ça fait des grosses différences en termes de montant à la fin. Qu'est-ce que nous, on va essayer de faire lorsqu'on regarde un contrat et on veut essayer de le sécuriser pour le joueur? Par rapport au salaire, par exemple, on va prévoir que le salaire continuera à être payé si le joueur est blessé. On n'y pense souvent pas, mais si le joueur est blessé, que le contrat ne prévoit pas ce genre de choses, le joueur peut très vite se retrouver à la mutuelle et ça peut donner des situations assez dramatiques. Autre exemple, prime de signature ou prime de loyauté. Le joueur est mis en prêt dans un autre club. On va, nous, essayer de négocier que cette prime soit toujours payée, même en cas de prêt. Les bonus, par exemple, aussi. Le contrat prévoit plusieurs types de bonus. Très bien, mais il faut également prévoir que ces différents bonus vont être cumulatifs, parce que sinon le joueur va remplir toutes les conditions et se dire « parfait, j'ai droit à tous », mais au finish ne va en avoir qu'un seul. Même par rapport à un seul type de bonus, par exemple, un contrat va prévoir... Si le joueur participe à 60% des matchs durant la saison, il va avoir une prime ou une augmentation de salaire. Parfait, mais ce que nous, on va également veiller à faire, c'est définir la condition. Match, très bien, mais qu'est-ce qu'on entend par match? Est-ce que le joueur doit commencer le match? Est-ce qu'il doit jouer un certain temps pour avoir cette condition? Première chose. Deuxième chose, le bénéfice, cette augmentation de salaire ou cette prime, est-ce qu'elle est due uniquement pour la saison en cours? Est-ce qu'elle est due pour la fin du contrat? Voilà, c'est toutes des petites choses, mais qui au final font une grosse différence pour le joueur. Autre type d'exemple, un contrat avec un agent qui évidemment est très important. On l'a déjà dit dans le cas de Pastorello pour Romelu. La première chose que nous on fait, c'est on négocie évidemment le montant de la rémunération et on la verrouille. On ne veut pas se retrouver à nouveau avec des surprises comme j'en ai parlé avant. On va également demander à ce que l'agent s'engage et déclare qu'il ne touche rien d'autre que ce qui est prévu dans le contrat, parce que s'il ne le fait pas, il y a une question de responsabilité et nous on peut aller le réclamer par la suite si jamais il n'a pas respecté le contrat. Et évidemment, on va aussi demander à ce que l'agent s'engage à informer le joueur de toutes les offres qu'il reçoit de club et également du contenu des négociations, à nouveau pour insuffler de la transparence dans la discussion. Très bien, très clair. Encore une fois, Vincent, il y a quand même des stars mondiales aussi qui sont parfois influencées par des grands agents, des agents réputés, ou en tout cas les parents peuvent être aussi influencés. Oui, tout à fait. Donc, c'est normal parce qu'il y a les grands agents qui prennent l'exemple des grands stars pour convaincre des autres joueurs, notamment les jeunes talents. Mais je trouve franchement que là, il y a aussi la responsabilité aux parents de bien... Vous avez des exemples là, qui vous viennent en tête? On n'a pas... pas tout de suite, mais c'est normal quand il y a des agents qui viennent avec en portefeuille, par exemple, Cristiano ou Zlatan, que ça crée quand même quelque chose dans la tête d'un joueur jeune et qui joue sur sa réputation. Et en deuxième instance aussi sur la famille. Mais c'est là aussi la responsabilité quand même des parents de bien garder les pieds sur terre et de bien savoir que finalement ça n'a rien à voir avec leur fils et que de temps en temps même
les agents qui ont un portefeuille impressionnant, là, ils doivent se poser la question, est-ce que l'agence va encore trouver le temps pour bien entourer mon fils? Ouais, excellente remarque, hein, encore une fois. Par rapport aux agents, justement, Sébastien, que pouvez-vous offrir comme garantie d'indépendance? Encore une fois, là, vous me voyez venir, hein, pas de conflit d'intérêts. Non, mais je pense que la question est tout à fait pertinente et se doit d'être posée par chaque famille vis-à-vis de n'importe quel prestataire pour eux. Que ce soit un agent, un avocat, un fiscaliste, un conseiller quelconque, c'est la famille qui doit acquérir un mode de réflexion et je dirais, oui, ok, une saine suspicion et avoir des questions. Alors, en tant qu'avocat, je pense qu'on peut dire que, nous, on a une déontologie, on a un métier qui est protégé par la loi, et donc on a certaines garanties qu'on offre. La première, c'est qu'on ne travaille que pour notre client, le joueur. On ne travaille jamais dans une même opération pour deux parties. Donc travailler à la fois dans une transaction pour le club et pour le joueur, on ne peut pas le faire en tant qu'avocat. Avec une casquette. Oui, non, donc la double casquette, elle est tout simplement interdite. C'est la source de beaucoup de conflits d'intérêts. Je pense même qu'au niveau réglementaire, on devrait aller plus loin et carrément l'interdire et surtout veiller au respect de cette règle. Donc l'absence de conflit d'intérêts, elle est importante. L'absence de connivence aussi avec un club. C'est humain, mais il arrive quand on travaille régulièrement ensemble, un club et un agent, qu'un agent va dire « Bon, pour tel joueur, je vais négocier, mais je ne vais pas négocier jusqu'au bout parce que je sais que j'en ai 3-4 autres dans le même club ou que j'aimerais en amener un autre, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. » C'est humain, mais ce n'est pas logique. Troisièmement, par rapport au mode de rémunération, un avocat, il n'est pas payé au pourcentage. Un avocat, vous le payez soit au tarif horaire, soit c'est un forfait. Chez nous, c'est très simple et ça se discute à l'avance. Et c'est évidemment toujours une fraction du coût d'une commission d'agent classique. C'est très clair, c'est très transparent. Et enfin, ça, je pense que ce n'est pas à négliger, c'est l'importance du réseau international de votre conseiller. Est-ce que la personne qui vous accompagne, est-ce qu'elle est capable de vous représenter au niveau international, d'avoir un réseau? Dans notre cas, nous sommes membres de l'AIAF, qui est une association d'avocats du football, exclusive, fermée, et qui regroupe les meilleurs avocats dans le monde du football. Ce qui nous permet, quand un joueur va dans un pays ou dans un autre, de faire appel, en toutes circonstances et dans tout pays, aux meilleurs experts dans ce pays-là. Pour éviter les pièges, quelles sont les solutions en termes de fiscalité? Je propose qu'Arnaud et vous, Sébastien, vous répondiez à cette question qui, je pense, mérite d'être posée. En termes de fiscalité, il y a beaucoup de choses évidemment à faire et à nouveau, puisque ça peut avoir des conséquences, que ça soit sur le contrat de travail du joueur avec son club, on va être sûr et certain que le contrat ait été revu dans les différents pays dans lesquels il va jouer. C'est-à-dire qu'à nouveau, puisque nous avons ce réseau international, si on a par exemple Romelu qui est transféré de l'Angleterre vers l'Italie, une des premières choses que nous on va faire, c'est qu'on va faire appel à notre contact fiscaliste sur place pour verrouiller immédiatement toutes les choses au niveau fiscal. On va également regarder pour d'autres joueurs, est-ce qu'en termes de droit d'image, tout est OK au niveau fiscal. Première chose. Deuxième chose aussi que nous, on va vérifier, c'est s'il y a un agent qui intervient, un des grands risques et une des grandes tartes à la crème, c'est que l'agent ne dit pas combien il gagne. Il y a une commission beaucoup plus élevée qui est payée par le club à l'agent. Le problème, c'est qu'il y a un risque que cette commission soit un revenu taxable pour le joueur. Donc le joueur paye, lui, des taxes sur la commission de l'agent. Ça crée des problèmes assez invraisemblables. On a pris l'exemple de vrais à ce sujet-là. Il y a un problème par rapport à ça. Nous, c'est des choses qu'on va immédiatement regarder et qu'on va sécuriser tout de suite. Je crois que ça, c'était un aspect important. On a parlé de comment il faut faire, tout ce qui est... Mais quid quand ça se passe pas bien, hein? Et ça, c'est à ce moment-là que, malheureusement, des joueurs se rendent compte qu'il aurait fallu anticiper la problématique de ce qu'on appelle l'ATN, hein, l'avantage toute nature, comme une voiture de société
indemnités qu'un employé touche, c'est une problématique très importante. Je peux vous citer l'exemple d'un joueur en Espagne, joueur international, qui avait émigré dans un autre pays pour aller jouer au football, qui avait un contrat avec des revenus nets et qui pensait qu'au niveau du fisc, il était tranquille, il était OK, sauf que le joueur avait laissé sa femme et ses enfants en Espagne, et le fisc espagnol, qu'est-ce qu'il a dit ? Monsieur, je ne citerai pas son nom, mais monsieur, nous estimons en fait que vous êtes resté résident fiscal en Espagne, et les revenus que vous avez là, nous allons les retaxer. Amende pour le joueur, je peux vous dire que ça chiffre parfois, on parle de beaucoup d'argent. Je pense que le cas de figure des droits d'image aussi, c'est un couac où on peut voir parfois d'une manière très sournoise, très détournée, un joueur peut être bloqué. Et de nouveau, c'est de notoriété publique, le cas de N'Golo Kanté. Qui était le joueur phare en finale des Ligue des Champions. N'Golo Kanté avait un agent sportif, pendant je ne sais pas combien de temps. À un moment donné, il a décidé de se séparer de lui. Et il a pris un autre agent pour négocier son futur transfert. À l'époque, c'était en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le joueur, il pensait qu'il n'avait plus d'engagement envers un agent. Il a pris un autre agent sportif. Il se disait, top là. Au moment où le deal se finalisait, qui est revenu à la charge ? Le premier agent. Et il a dit, vous savez, messieurs, oui, je ne suis pas l'agent sportif du joueur, mais je suis son agent commercial. Le joueur, il y a X années, il a signé un contrat, pas un contrat de représentation sportive, il a signé un contrat de représentation commerciale. Et le seul qui peut parler, qui peut négocier ces contrats d'image, c'est moi. Et comme dans le cadre d'un deal avec un club de foot, d'un contrat de travail, bien évidemment que la gestion de l'image d'un joueur en fait partie, mais il a dit, vous ne pouvez pas négocier de l'image que le joueur va mettre à disposition du club sans me connaître. Autrement dit, si je n'ai pas ma partie du gâteau, le deal ne peut pas avoir lieu. Ça, c'est quelque chose de joueur. Quand il a signé à l'époque, quand ils étaient encore en bons termes et on lui a dit on signe ici, voilà, c'est pour tes droits à l'image, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait signé une exclusivité de cession ou d'utilisation de droits à l'image. Voilà, ça c'est les crises, et à ce moment-là, c'est des crises vraiment aiguës. Et c'est une excellente transition. Merci Sébastien Ledur pour parler d'image avec David Stegen. Forcément, une image, une réputation, ça peut aller vite dans un sens et puis dans l'autre. Comment faire justement pour gérer une réputation ? Parce que vous conseillez maintenant aussi les joueurs en direct. Comment faire pour finalement gérer cette communication au mieux ? Bon, on parle toujours de communication de crise parce que c'est ce qu'il y a de plus voyant, je dirais. C'est quand ça ne va pas qu'on fait plus souvent appel à vous. Tout à fait. Il faut premièrement respecter une authenticité avec le joueur. Donc il ne faut jamais forcer une image à quelqu'un. Donc, il faut que ça colle avec la personne qu'on sert, qu'on dessert. Et je prendrai comme exemple l'exemple de Vasilevski, il y a en 2009, je pense. Août 2009 Oui, août 2009, un Anderlecht standard, on va dire, au paroxysme du conflit, donc deux clubs qui s'entendaient vraiment pas à ce moment-là. Et du côté standard, vous connaissez l'incident Huitzel-Vasil, donc Vasilevski qui était perçu comme un joueur assez rugueux, pas avec une très bonne réputation. On se souvient vraiment qu'au moment, tout le football belge ne parlait que de ça. Quel a été votre rôle concret pendant cette période ? Après l'incident, parce que je voulais contextualiser quand même l'incident pour ceux qui ne se rappellent plus peut-être. Je viens de faire la petite piqûre de rappel. Voilà. Donc jambe cassée par le golden boy du football, soulier d'or, il avait 19 ans je pense à l'époque, Axel Huitzel. Et j'ai tout de suite pris la décision qu'il n'y avait qu'une personne qui allait parler pour les deux parties étant Vasilevski et le club. Et pendant des semaines, j'ai géré la presse. C'était un full-time énorme parce qu'il y avait toute la presse polonaise, il y avait une presse internationale incroyable jusqu'à la BBC, CNN. Bon pour votre plan langue, ça. Oui, tout à fait. C'est un avantage, mon cher Mathieu. Et
Et donc, ça a aidé surtout le joueur à révalider, à effectuer sa rééducation. Et c'est ça le plus important, c'est qu'ils puissent exercer leur métier sans souci, sans trop de soucis. Et on a vraiment endigué toute la crise pendant des mois. En faisant qu'une seule chose, c'est donner un seul message, et c'était l'évolution de la rééducation. C'est tout. On n'a pas parlé de l'autre club, on n'a pas parlé de l'autre joueur. On a juste parlé de Witsel, mais c'est un boulot. Je peux vous dire que tout le monde le voulait. C'était assez intéressant pour la presse, je dirais, nationale et internationale. Mais c'est un travail de pouvoir s'adresser aux médias pour surtout pas créer des médias. Et je pense que dans votre rôle, c'est encore plus difficile depuis l'émergence des réseaux sociaux. Ça doit être aussi difficile pour vous, Vincent Manhart. Comment un club accompagne un joueur lors d'une période un peu plus délicate, en période de crise, tout simplement? Il y a différents domaines, et il y a différentes expertises qui sont dans un club comme le nôtre. C'est-à-dire il y a la cellule sociale, la cellule financière, juridique, communication, très important. Et donc là, on a installé quand même une plateforme, une organisation qui est toujours là, 24/7, pour aider les joueurs dans n'importe quel domaine, et pour leur aviser, conseiller. Évidemment, ça reste le choix d'un joueur pour faire appel au service d'un club ou pas. Tu as des joueurs qui se sentent bien dans ce contexte-là et qui disent, voilà, on laisse gérer les choses d'une première instance, parce que si ça devient trop compliqué, il faut des experts externes, mais il y a aussi des joueurs qui veulent pas et qui disent, mais non, moi je vais faire ce que moi j'ai envie à faire. Pas toujours facile de composer avec ce type de profil. Non, c'est vrai que et de temps en temps... Sortez parfois votre drapeau blanc de diplomate, j'imagine. Il faut le faire parce que certainement quand ça a aussi une conséquence pour le club, et là il faut être peut-être un peu plus exigeant dans la discussion, parce que si ça a une conséquence pour le club aussi, il faut quand même que le joueur apprenne que c'est comme ça, que c'est pas lui seul, que c'est pas lui qui est dedans. Très bien. Bon, on a évoqué beaucoup de thématiques, beaucoup de thèmes. C'était très riche. Vincent Manhart, j'ai quand même une question que je dois vous poser, parce que tout le monde ne le sait pas, mais vous avez été un joueur de haut niveau, formé au Sporting d'Anderlecht, passé par Alost. David Stegen le confirmera, passé par Alost, joué avec Gilles de Bilde et Yves Van der Haag. Tout à fait. Qui était le coach, David? Je sais plus. Yann Kellemans, n'est-ce pas? C'était Yann. Voilà, Yann Kellemans. Avec le recul, sur base de tout ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, vous organiseriez différemment votre carrière en sachant tous les pièges qui peuvent se produire? Malheureusement, j'ai pas atteint un niveau assez élevé pour que ça devenait vraiment important ou utile. Mais je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais étudiant du droit, qu'il y avait même des coéquipiers qui me demandaient des choses. Des conseils. Des conseils. Et je me rappelle un contrat. Et on parle ici, on parle pas du Moyen-Âge, mais donc je suis pas... J'ai quelques cheveux gris, mais quand même. Mais je me rappelle qu'il y avait notulé dans un certain contrat, le joueur va gagner à peu près montant X. Mais donc, et là, je parle de l'année 94, 95. Donc, bon, juste pour souligner encore une fois l'évolution et la bonne évolution que le football a connue depuis quelques temps. Et je pense qu'on est dans une nouvelle phase de cette évolution nécessaire avec l'expertise des externes, avec une transparence, et c'est autant. De toute façon, Vincent, si vous avez
une question, des commentaires, il y a une seule adresse. Une seule adresse, la voici, la voilà, il faut la retenir, c'est leaders@crestaform.com. C'est bien cela, vous confirmez. Et donc, toute l'équipe de Sébastien, avec aussi Wouter Janssens, bien, toute l'équipe n'hésitera pas à répondre à vos questions. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas d'envoyer vos remarques ou questions, évidemment, à l'adresse indiquée ci-dessous. À bientôt.